La question qui nous est posée, c'est qui décide? Qui décide? Je réponds à cela par 3-4 éléments. Le premier élément, c'est celui qui décide en premier, finalement, à ne pas oublier, on a déjà dit ce matin, c'est celui qui fixe le prix du médicament. Ça n'est pas moi, ça n'est ni le président de CME, l'institution, ni le médecin, c'est celui qui fixe le prix du médicament et qui va donc décider de la capacité qu'on va avoir ou non à pouvoir soigner nos patients. Alors je prends les deux exemples classiques qu'on a pris toute la matinée déjà. Celui de cette fameuse amyotrophie spinale antérieure. Novartis a racheté avec 6 8,7 milliards de dollars. Avec 6, c'est une start-up qui a contribué à la mise en à élaborer ce traitement. À partir de quoi? Je le disais tout à l'heure dans la discussion, à partir des travaux de chercheurs français notamment, et à partir de financement du Généton et du Téléthon. Chercher l'erreur. Et nous, Français, nous avons trouvé le moyen de mettre ce traitement sur la liste ATU, de manière à ne pas pouvoir, ou à ne pas devoir traiter le problème avec un tirage au sort. Deuxième exemple, mais qui va dans l'autre sens et qui montre bien que la tension est permanente et qu'il faut savoir se bagarrer, c'est toujours celui de Novartis, on l'a dit tout à l'heure, qui vient de renoncer à un brevet qu'elle avait sur les carticelles, sous la pression d'associations, au nombre de 2, et qui va permettre alors à un certain nombre d'institutions, dont nous probablement, de pouvoir développer la fabrication de ces fameuses carticelles. Donc nous avons là deux exemples. Le premier qui est celui d'un labo qui va bénéficier d'un certain nombre de possibilités, et à l'inverse, le même labo qui sur un autre terrain va perdre contre des associations. Donc qui décide? Bien sûr celui qui élabore le médicament, mais celui qui élabore le médicament doit être soumis à des pressions que nous devons exercer. Qui décide? Eh bien c'est également, ce doit être l'institution hospitalière. Pourquoi? Eh bien si l'on regarde l'évolution des dépenses au sein de nos 29 CHU et quelques CHR, 2 CHR, étudié lors d'un colloque, c'était à Bobigny en 2019, il y a eu une belle étude qui nous a montré qu'entre 2006 et 2017, sur ces CHU, ces 2 CHR, le titre 2, c'est-à-dire celui qui se rapporte à la dépense médicaments et dispositifs également, ce titre 2 est passé maintenant, est devenu une charge pour 27% du budget principal de ces différents hôpitaux dont je vous parle. C'est-à-dire une croissance de 32,6% en 10 ans. Ça représente 6 milliards, cette augmentation. Et alors si on regarde maintenant par rapport au titre 1, qui est celui du personnel médical, le personnel médical dans ces mêmes CHU en 10 ans a vu croître son importance sur le budget principal de 9,7%. Celui du personnel non médical a vu une perte de 14%, moins 14% de poids du personnel non médical au niveau du budget principal des hôpitaux. Donc vous comprenez assez rapidement que finalement le choix ou le non-choix a été fait d'une augmentation du budget médicaments par rapport au budget du personnel non médical. On le voit sur tous les hôpitaux et on le voit en particulier sur le CHU Charles-Nicolle, puisque entre 2018 et 2019, nous avons pris 10 millions d'euros en plus de dépenses médicamenteuses. Donc il est obligatoire qu'une institution, constatant ce type de dérive, entre guillemets, fasse un choix, parfois, ose faire un choix, parfois, sur des dépenses de médicaments versus des dépenses de personnel, notamment de personnel non médical. Et puis enfin, bien sûr, qui décide? Évidemment, le prescripteur. Le prescripteur qui doit être informé, le prescripteur qui doit être conscient de ce qu'il fait, afin qu'il choisisse la bonne indication et la pertinence de l'indication. Alors le prescripteur est-il capable, à lui tout seul, de juger de la pertinence de son indication? Je vais vous raconter une petite histoire, et je m'aurai fini. Une histoire qui est arrivée au président de CME, que je suis, il y a 15 jours, 3 semaines. Un prescripteur, médecin, très compétent,
prescrire en totale individualité un traitement très onéreux à un patient très malade. Ce patient se présente à la pharmacie de l'hôpital, qui dispense le dit médicament. La pharmacie n'est pas mise au courant par le prescripteur, qui travaille en toute liberté, en toute individualité. La pharmacie ne dispose pas du traitement, parce qu'il aurait fallu le préparer à l'avance, mais elle ne l'a pas. Elle est capable de le faire, elle va le faire assez rapidement, mais elle va demander aussi de rester dans les clous, c'est-à-dire qu'elle va demander une justification à ce traitement prescrit. À savoir, ce traitement répond-il, je passe très rapidement sur les détails, mais ce traitement répond-il évidemment au minimum à une AMN, mais également peut-il répondre également à un certain nombre de référentiels dictés par différentes sociétés savantes ou autres. Cette prescription n'est pas justifiée au sens, la justification n'est pas écrite, on peut imaginer qu'elle l'est au point de vue médical, mais en tout cas, ça ne ressort pas de cette ordonnance. Une remarque est donc faite par ceux dont c'est le métier de surveiller la qualité de la prescription à ce prescripteur en lui demandant de justifier sa prescription. Ce prescripteur refuse de le faire, arguant du fait qu'il est libre de prescrire que lui, il sait, et qu'il n'a pas à être surveillé. C'est d'autant plus embêtant que lorsque l'on ne fait pas remonter cette justification à l'ATI, actuellement, maintenant, à partir de janvier, eh bien, on ne sera plus remboursé de ce médicament prescrit en ATU pourtant. Donc nous sommes dans l'obligation de faire remonter évidemment l'indication de manière à pouvoir être au minimum remboursé. Si nous n'avons pas la justification du prescripteur, nous ne pouvons pas faire remonter l'information, nous ne sommes pas remboursés, et nous sommes alors obligés d'évacuer du personnel. Lorsque nous faisons cette remarque à ce prescripteur, celui-ci le prend mal, nous le convoquons, nous en discutons entre nous, et nous n'arrivons pas à remporter sa conviction, à tel point même que ce prescripteur repart, se tourne vers son chef de service, se tourne vers le Conseil de l'ordre. Conseil de l'ordre et chef de service, qui se retourne contre l'institution, en l'occurrence la Comédis, en l'occurrence la pharmacie, en l'occurrence le président de CME, qui littéralement se font écharper, pour ne pas dire plus. Ça se termine l'histoire par 10 doses du dit médicament, 10 doses gratis offertes par le laboratoire afin que ce patient puisse être correctement soigné. C'est une histoire très pratique qui vous montre toutes les difficultés de l'écartèlement dans lesquelles nous nous situons actuellement. Alors finalement, je conclue rapidement pour dire que il me semble que le choix individuel de telle ou telle thérapeutique, notamment en ce qui concerne les molécules onéreuses, n'est plus possible. Il me semble que la vérification au sens noble du terme, la discussion autour d'une indication est obligatoire maintenant et que nous, médecins, prescripteurs, devons accepter, on va dire, ce contrôle. Il est évident également que le médecin prescripteur doit être et doit s'informer très précisément en individuel, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, du caractère raisonnable de sa prescription, car il doit garder une certaine liberté, du caractère pertinent de sa prescription. Il faut être conscient aussi, on en a parlé un peu ce matin, que les choses vont très très vite, autant dans la sortie d'un nouveau médicament que dans l'appréciation de son efficacité, voire de ses effets délétères à plus ou moins long terme. Les choses vont très vite. Et enfin, il me semble également que les sociétés savantes de nos différentes spécialités devraient s'emparer davantage du problème, faute de quoi ce problème sera pris en charge exclusivement par les institutions, exclusivement par les fabricants, et que le contrôle médical ou l'indication médicale risque d'être édulcoré. Je pense que nos sociétés savantes doivent d'intervenir davantage, mais de façon objective. Nous recevrons, nous, médecins prescripteurs, davantage, avec plus de facilité, le contrôle de nos sociétés savantes que l'éventuel contrôle d'un pauvre pharmacien ou d'un pauvre président de CME. Voilà, je vous remercie. Merci.
je souligne que l'état de pauvreté n'est que relatif, puisque le propos était quand même riche d'essence, mais il y a quand même derrière tout ça des vrais enjeux. On l'évoquait ce matin en début de matinée. Ce passage de l'éthique du soin qu'on prônait, par exemple, des espaces éthiques, des instances éthiques, à l'éthique de l'institution, à l'éthique de la régulation collective, et certainement, on le disait ce matin, avec l'enjeu des années à venir, il impose effectivement un vrai bouleversement culturel, y compris des professionnels de santé, parce que les phénomènes de collégialité, je donnerai 3 mots, collégialité, transparence et responsabilité, n'ont pas été portés dans le monde de l'enseignement, des professionnels de santé, pas encore suffisamment. Et c'est aussi pour ça que je suis en train de prôner cette interface aujourd'hui, parce que l'acteur dont vous exposez la situation n'est que le produit d'un modèle et d'une formation aussi, d'un cadre culturel dans lequel, bon, on pourrait imaginer que les gens évoluent, ça, c'est un argument que je me permets de porter, mais néanmoins je pense qu'il faut que ce soit soutenu, parce que incontestablement, vous n'avez pas dit le mot secret, mais il y a encore des professionnels qui vous disent « Ah mais c'est secret ma décision, hein, c'est le secret professionnel et je n'ai pas à en partager ». Il y a aussi des choses à réfléchir sur l'évolution de ces conceptions, puisque au bout du bout c'est quand même le bien collectif qui est en ligne de mire. Donc merci pour ces propos. Monsieur le directeur général adjoint du centre Henri Becquerel, je vous cède la parole. Quand même que la notion d'innovation est une notion qui est très protéiforme par définition. C'est quoi l'innovation? Ça dépend évidemment du point de vue. C'est pas la même position si on est patient, si on est professionnel de santé, si on est régulateur au niveau national. C'est pas la même problématique si on parle de médicaments, de technologie, d'équipement. Quel est l'objectif? Est-ce que l'objectif c'est de gagner en espérance de vie? Est-ce que c'est de guérir? Est-ce que c'est d'avoir une meilleure qualité de vie avec ces maladies? Est-ce que c'est d'avoir moins d'effets secondaires? Et on a autour de ces principales questions forcément des tas de problématiques un peu frontières qui vont jouer sur les conditions et qui font beaucoup évoluer aussi les conditions de travail d'une partie de nos salariés, développement des chimiothérapies orales, sous-cutanées, qui vont jouer sur l'organisation avec le développement de la télémédecine ou du suivi à distance. Voilà, je ne développerai pas plus, mais juste ayez conscience quand même que la notion d'innovation est assez large et que même si évidemment le principal sujet de mon intervention c'est le médicament et la molécule onéreuse, la notion d'innovation aujourd'hui dans les établissements de santé ne se résume pas non plus qu'à la question des molécules onéreuses. C'est aussi des questions d'évolution diagnostique, c'est aussi des questions d'évolution de certains équipements qui sont également de plus en plus performants, c'est aussi des évolutions informatiques, des évolutions organisationnelles, l'ouverture sur la vie, l'ouverture sur les patients et leur meilleure intégration dans les processus de décision. L'innovation va dépendre aussi du cadre juridique et financier. Il va de soi que la problématique de l'innovation n'est pas du tout la même quand on est dans un système qui a garanti un certain degré de solidarité et de mutualisation, de mutualisme entre les patients, que ce soit un système beveridgien ou bismarckien, ou si on est dans un système libéral. Il va de soi que dans un système libéral, on assume que l'innovation est un coût et qu'elle ne soit accessible qu'à une partie, une frange plutôt aisée de la population. Évidemment, ce n'est pas le cas en France où la sécurité sociale a posé le principe que chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Donc, il va de soi qu'on est aujourd'hui dans cette tension sur le coût de l'innovation, dans une tension qui met en jeu aussi les valeurs qui ont fondé les principes de la sécurité sociale en France. Cela dépend également des modes d'allocation des ressources. On ne peut pas non plus faire un exposé sur les questions financières, mais tous les systèmes de financement des hôpitaux dans les pays varient. En France, on a connu aussi énormément de réformes. Moi, je n'oublie pas quand même que j'ai connu la mise en place de la T2A. La mise en place de la T2A, à l'époque, a été perçue par la prise en charge complète sur le plan financier des molécules onéreuses, plutôt comme une nouvelle très positive sur le plan éthique par de nombreux médecins. Ce qui aujourd'hui fait que ce dispositif spécifique des molécules onéreuses est en question, c'est qu'à l'époque, le législateur n'avait pas anticipé l'explosion incroyable du nombre d'innovations thérapeutiques et notamment médicamenteuses, et surtout l'extraordinaire inflation de leurs coûts.
Je prends juste quelques chiffres pour vous donner quand même une illustration de cette inflation, notamment sur la question du médicament. Plus 30% quasiment en 7 ans des dépenses de médicaments au niveau de la sécurité sociale. Sur la liste en sus, donc qui est celle des molécules onéreuses, en 12 ans, l'augmentation a été de plus 219%, ce qui évidemment est extraordinaire, et avec des médicaments qui sont extrêmement chers pour la prise en charge des patients. Voilà, deux exemples qui ont déjà été évoqués. Par exemple, le Keytruda, où le coût moyen d'une prise en charge va varier entre 50 et 100 000 euros, et les Carticel, on en a déjà parlé tout à l'heure, où le coût d'acquisition pour une poche est 320 000 euros environ la dose. Et puis la question aussi qu'on peut se poser, c'était aussi une question qui était posée tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on explique ces coûts? Ça, c'est une question fondamentale. Alors évidemment, il y a des stratégies commerciales qui sont derrière, mais il y a aussi d'autres éléments qui s'expliquent. Évidemment qu'il y a du progrès technologique, il y a aussi une problématique spécifique, notamment dans le domaine du cancer, qui est la fragmentation nosologique. C'est-à-dire qu'on a, avec les progrès diagnostiques, finalement segmenté de plus en plus en tumeurs rares un certain nombre de cancers plus génériques que l'on imaginait. Et donc forcément, chaque sous-catégorisation de cancer appelle des traitements ad hoc, des traitements personnalisés, spécifiques, notamment dans ce qu'on appelle la révolution 4P, prédictive, personnalisée, etc. Et ceci contribue aussi fortement, dans le domaine du cancer, à l'inflation des coûts de l'innovation. Juste 2 chiffres pour illustrer cette problématique financière au CHV. En seulement 5 ans, c'est quand même sur une période très courte, le coût du médicament avec REL est passé de 15 millions d'euros à 30. C'est doublement du coût du médicament avec REL en seulement 5 ans. Sur la même période de temps, toutes les autres dépenses hors médicaments n'ont augmenté, entre guillemets, que de 80 à 85 millions d'euros. Donc ce qui montre bien, et c'était évoqué juste avant par le professeur Marco, effectivement ce déséquilibre extraordinaire finalement entre l'inflation spécifique du médicament et le reste de toutes les autres dépenses qui concourent quand même au quotidien à la prise en charge des malades dans un établissement de santé. Je ne développerai pas trop ce point, mais je ne voudrais pas non plus qu'on oublie que dans cette problématique de l'innovation, il y a aussi tous les progrès technologiques qui font que, au niveau de ce qu'on appelle les équipements matériels lourds, les coûts standards de machines progressent aussi à un rythme effréné. Il y a en gros 10 ans, un appareil, on va dire, standard de qualité en radiothérapie coûtait à peu près 1 million d'euros. Aujourd'hui, quand on veut un accélérateur de radiothérapie ciblé en radiothérapie, on est plutôt sur 4 millions d'euros. Pour peu qu'il y ait une IRM embarquée, c'est 8 millions d'euros. Donc là aussi, en l'espace de quelques années, on a des inflations technologiques qui correspondent certes à des vrais progrès, mais qui questionnent la supportabilité financière pour les sécurités sociales et pour les établissements de santé. Cela induit évidemment des mécanismes de contrôle et de régulation qui ont déjà été développés, donc je ne développerai pas, mais donc tout ceci effectivement est le corollaire de l'inflation et de la prise en charge de ces médicaments, avec une problématique quand même récente, qui est le fait qu'on ait des déremboursements dans certaines indications de molécules onéreuses, qui effectivement confrontent à des choix éthiques au niveau du praticien sur le terrain ou au niveau du gestionnaire hospitalier. L'innovation, donc évidemment, par principe, pose une contradiction des ressources finies et des besoins infinis, et qui fait que tout le monde se renvoie la balle. Tout le monde se renvoie la balle entre les industriels qui considèrent que c'est aux sociétés et aux structures de santé, quelque part, de s'adapter pour faire face à l'innovation. Les établissements de santé considèrent que forcément c'est le médicament qui est trop cher, et les États ont un jeu qui peut être parfois un peu pervers aussi entre les uns et les autres. Tout ça dans un système qui, quand on regarde l'évolution des systèmes de financement de l'ensemble des structures de santé, que ce soit en France ou dans les autres pays développés, privilégie quand même de plus en plus un transfert du risque finalement vers l'opérateur et non pas vers le système en tant que tel.
donc ceux qui, on va dire, participent à la problématique vécue sur le terrain par les professionnels de santé. 3 exemples de décisions qui nous ont impacté spécifiquement à Becquerel. Il y a quelques années, le ion d'hélice, on nous disait vous pouvez le prescrire, mais on n'a pas d'argent pour le payer. Donc on va mettre en place une enveloppe nationale qui va couvrir une partie des coûts en fonction du nombre de prescriptions nationales, et puis vous aurez une compensation partielle du coût pour votre établissement de santé. Le reste, c'est à votre charge. Est-ce que c'est légitime? On peut se poser la question. Plus récemment, en 2018, donc effectivement, dans ce qu'on appelle les ASMR, donc qui sont délivrés par la Commission de transparence de l'HES, amélioration du service médical rendu, notamment 4 et 5, il faut pouvoir justifier de l'indication pour pouvoir obtenir le remboursement des molécules onéreuses. Et donc si effectivement votre médicament n'est pas dans l'indication, vous ne pouvez pas en obtenir le remboursement. Alors très bien, d'une certaine manière, on pourrait dire, au niveau national, enfin, les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités et font le tri entre ce qui est pertinent et non pertinent. Le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de transparence dans cette commission de transparence, et que, notamment dans le domaine de la lutte contre le cancer, un des motifs principaux d'exclusion du remboursement de certaines indications, c'est le fait qu'on ait des panels trop étroits de patients. Ce qui ne veut pas dire que le médicament n'est pas efficace, simplement que, par principe, les pouvoirs publics vont considérer qu'il n'y a pas forcément eu d'études sur un temps suffisamment long, avec un nombre suffisant de patients pour pouvoir justifier du remboursement. Et donc on se retrouve quand même dans ces situations un peu abracadabrantesques, où on a des molécules qui ont l'autorisation de mise sur le marché, pour lesquelles vous avez des consensus internationaux d'experts et de sociétés savantes qui disent que c'est la stratégie thérapeutique qu'il faut prescrire dans le cadre de tel ou tel cancer, typiquement le cancer du col par exemple avec l'Avastin, mais où on va vous expliquer que non, cette molécule n'est pas remboursée. Donc si vos médecins sur l'établissement la prescrivent, ce sera finalement à la charge de l'établissement. Et donc autant de ressources en moins pour pouvoir financer d'autres ressources évidemment nécessaires dans la structure. Le dernier exemple, on en parlait, les carticelles. Donc là aussi, un autre frein qui a été mis, c'est le fait de limiter le nombre d'hôpitaux éligibles et de considérer qu'il y a un seuil de patients national. Alors, si vous êtes le patient juste au-delà du seuil, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on arrête de vous soigner, c'est l'hôpital qui prend à la charge. Voilà. Une autre problématique, mais là aussi qui a déjà été évoquée, c'est la question de l'accès à l'innovation, qui est de fait théoriquement égale pour tous les citoyens et qui dans les faits est inégalement répartie. Vous n'avez pas les mêmes chances d'accès à l'innovation en fonction de l'établissement dans lequel vous adressez, en fonction de votre lieu d'habitation, en fonction de l'organisation et des structures qui coopèrent avec l'établissement où vous êtes pris en charge. Alors, quelles conséquences, j'approche de la conclusion quand même, quelles conséquences évidemment pour un établissement de santé comme le Centre Henri Becquerel? Essentiellement, on pourrait dire qu'il y en a 3. Il y a une première conséquence évidemment qui est économique. Tout cela pèse très lourdement sur nos budgets et sur nos capacités d'investissement. Si jamais nous avons des molécules qui ne sont pas remboursées et que nous devons les financer par des économies par ailleurs, évidemment, ce sont des problématiques qui vont aggraver la gestion de l'établissement. Sur les quelques indications pour une vingtaine de patients, indications qui sont désormais déremboursées, le coût économique pour Becquerel, si nous prescrivions de manière systématique ces molécules, ce serait d'1,2 million d'euros, alors que nous traitons 25 000 patients par an. Ça veut dire, la question qui se pose de manière brutale pour un gestionnaire, c'est devons-nous supprimer quelques centaines de postes d'infirmières au détriment de tous les autres patients pour pouvoir faire bénéficier à 20 patients de quelques molécules par an. Je le pose de manière peut-être un peu brutale, mais dans les faits, ça se pose comme ça. Heureusement, il se trouve qu'en ce qui concerne la Normandie, il y a un accompagnement régional par l'ARS Normandie qui permet de compenser ou de pondérer un peu cette problématique pour les CHU et les CLCC, mais c'est une problématique quand même qui se pose et qui n'est pas couverte en totalité. Tout ceci, en plus, n'est que peut-être qu'un début. Pourquoi? Parce que, notamment, ça c'est un grand sujet au niveau national, c'est faut-il continuer à rembourser les molécules onéreuses dites ASMR 4 et 5,
qui représente plusieurs millions d'euros à Becquerel. Si demain, ces molécules n'étaient plus du tout remboursées, évidemment qu'on serait dans des choix qui seraient encore plus difficiles au plan éthique. Le problématique, c'est que les marges de manœuvre sont limitées. C'est finalement, on se rend compte que dans nos budgets hospitaliers, le poids du médicament est de plus en plus important, comme l'expliquait le professeur Marco, et que finalement, nos marges de manœuvre pour pouvoir équilibrer les budgets se restreignent essentiellement sur les petits équipements, la maintenance, les ressources humaines. Et donc, évidemment que ces évolutions depuis quelques années ne sont pas sans lien avec la crise actuelle que traversent les hôpitaux, notamment les hôpitaux du service public. Le deuxième grand problème auquel cela nous confronte, ce sont des problèmes éthiques. On a longuement discuté au Centre Becquerel sur comment on allait gérer cette situation. Concrètement, il est impossible quasiment de demander à un médecin de ne pas prescrire une molécule pour laquelle il a l'intime conviction qu'elle peut être au bénéfice de son patient et qui relève de recommandations internationales. Donc là, on n'est pas sur des prescriptions ésotériques ou sur des médecins qui prendraient des initiatives individuelles. On est sur des prescriptions qui relèvent de standards européens ou internationaux. Donc le seul filtre qui peut être apporté dans ce genre de situation, c'est finalement soit ce qu'on a commencé à mettre en place, le filtre d'une commission composée d'un panel de médecins, pharmaciens, et in fine, c'est la direction générale qui doit trancher en disant non, nous ne vous permettons pas de prescrire telle molécule, parce que sinon le poids économique pour l'établissement, ce serait trop lourd. Ça pose aussi des questions sur finalement quelle est la valeur ajoutée de telle ou telle dépense dans un établissement de santé. Parce que par rapport à des millions d'euros de médicaments, est-ce que sur certains sujets, le fait d'investir dans des locaux, d'investir dans plus de ressources humaines, n'aurait pas aussi des effets plus profitables pour un plus grand nombre de patients? Ça interroge aussi sur des sujets qui sont très polémiques. Par exemple, la question, est-ce qu'il faudra demain sélectionner encore plus entre les Français et les étrangers? De prendre un cas très concret qui date de quelques mois, vous avez quand même des trous dans la raquette dans la prise en charge des situations d'urgence médicale en France pour les patients étrangers, qui sont notamment la situation des patients qui sont en situation régulière. Paradoxalement, un étranger en situation régulière, non européen, qui fait face à l'urgence médicale, vous n'avez pas de couverture de ces frais engagés par l'établissement de santé. Or, on a eu le cas cette année d'un patient géorgien pour lequel nous avons dû engager une prise en charge en urgence en cancérologie qui nous a coûté plus de 40 000 €. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais évidemment, ce sont des dépenses qui ne sont pas couvertes et qui viennent forcément au détriment d'autres patients. Troisième conséquence, c'est des conséquences sociales et humaines. Alors évidemment, tension sur les effectifs comme dans tous les hôpitaux, mais c'est aussi une problématique de tous les jours. Pourquoi? Parce que le rythme effréné de l'innovation entraîne une instabilité des référentiels, entraîne une instabilité des protocoles, entraîne une instabilité du niveau d'expertise des professionnels médicaux, non médicaux qui doivent régulièrement se former. Le risque aussi de perdre la maîtrise des technologies. Moi, je vois de plus en plus, notamment dans ce qu'on appelle les signatures moléculaires en biologie, pour pouvoir diagnostiquer effectivement et pouvoir adapter les chimiothérapies aux patients. On a de plus en plus des équipements qui sont des boîtes noires pour lesquelles nous ne connaissons pas forcément les algorithmes, qui vont vous donner un résultat, mais quelque part pour lequel vous n'avez aucun moyen véritablement d'action. Et donc la technologie, dans certains domaines, finit par échapper même aux médecins. C'est un enjeu, et c'était évoqué tout à l'heure aussi dans le rapport Kiria, c'est justement un enjeu de pouvoir conserver la maîtrise dans les hôpitaux publics, ou en tout cas dans le service public au sens large, de la maîtrise d'un certain nombre de compétences et de technologies pour ne pas être pieds et mains liés auprès de l'industrie pharmaceutique ou des industriels. Et puis évidemment, ça va quand même révolutionner une partie de nos métiers. Depuis quelques années, on a vu quand même des métiers nouveaux apparaître, et puis d'autres peut-être demain qui vont disparaître. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu Watson d'IBM ou les algorithmes de Google qui aujourd'hui, en termes de prescription sur le cancer du poumon, de diagnostic du cancer du sein, arrivent à obtenir des résultats par l'intelligence artificielle qui sont supérieurs à ceux d'un panel de médecins experts. En conclusion,
quelques raisons quand même d'être assez pessimiste, c'est qu'on est sur la tendance d'un système à plusieurs vitesses, avec un risque quand même de sélection de plus en plus grave des patients et des pertes de chance possibles. Ce qui m'interroge aussi, c'est que cela met en jeu quand même des valeurs qui ont fondé quelque part le pacte un peu républicain après la Deuxième Guerre mondiale, qui a été celui de la sécurité sociale. Pourquoi? Parce que c'est fondé sur la solidarité et donc sur un pacte entre tous, un enjeu véritablement collectif. À partir du moment où la confiance du grand public dans la capacité des structures de santé à répondre à leurs besoins réels s'effrite petit à petit, on a aussi un risque de repli individuel et qui pourrait finalement finir par promouvoir ou plébisciter un modèle plus libéral, plus assurantiel, et qui là serait une véritable rupture, en tout cas culturelle, alors, qui évidemment est très présente dans les pays anglo-saxons, mais qui ne correspond pas en tout cas à l'histoire du système de santé français. Quelques raisons d'espérer pour contrebalancer ce pessimisme. D'une part, on peut espérer quand même aussi que le régulateur, que ce soit au niveau national ou régional, joue son jeu. Tout à l'heure, j'évoquais quand même aussi une initiative très positive prise par l'ARS Normandie. Améliorer l'efficience. Bon, c'est vrai que l'innovation a un coût de plus en plus élevé, mais paradoxalement aussi, elle permet aussi d'éviter des coûts parfois très importants. Typiquement, le fait de renforcer le ciblage thérapeutique et le diagnostic moléculaire permet de pouvoir éviter un certain nombre de chimiothérapies inutiles et de pouvoir donner le bon médicament au bon patient au bon moment. Enfin, faire baisser les coûts, et ça je pense que c'est un enjeu évidemment extrêmement important, c'est celui engagé notamment par toutes les associations de patients, par Médecins du Monde également, par les professionnels de santé lorsqu'ils signent des tribunes, c'est faire pression aussi sur les pouvoirs politiques, faire pression sur l'industrie pharmaceutique, parce qu'on est sur des coûts qui n'ont effectivement plus rien à voir avec la réalité des coûts de production. L'essentiel finalement des coûts, on peut imaginer qu'ils se justifient d'abord par la capacité des systèmes de santé et des sécurités sociales à digérer ces frais. Et souvent, l'industrie pharmaceutique fait des comparaisons par rapport à ce qu'aurait coûté un traitement standard en incluant dans le coût de la prise en charge tant de journées d'hospitalisation, de lits, de journées de médecins, de journées d'infirmières. Ça suppose aussi que dans un modèle qui serait complètement idéal, chaque établissement de santé serait en capacité de pouvoir s'auto-réguler en supprimant de manière automatique autant de lits, autant d'infirmières, autant de médecins à chaque innovation de molécules. La vraie vie, évidemment, est un peu différente. Et donc sur le Kymriah, en tout cas, effectivement, je pense que l'abandon du brevet par Novartis, enfin en tout cas d'un des brevets du Kymriah, est un enjeu très important pour pouvoir maîtriser en interne la technologie. Dernière diapositive, si on devait faire quelques pistes pour essayer d'améliorer les choses, j'en ai noté 4. 1. Espérer quand même plus de transparence au niveau des pouvoirs publics et un contrôle peut-être plus démocratique, notamment dans la fixation du prix du médicament. 2. Améliorer l'évaluation médico-économique de l'innovation par des données de vie réelle et ne pas, par exemple, condamner par avance certaines innovations de molécules parce que le panel de patients serait trop faible et pouvoir mesurer finalement dans les conditions réelles l'efficacité d'une thérapeutique. 3. Faciliter l'accès aux essais cliniques. Et 4, en tout cas, essayer de promouvoir, notamment dans les CHU et les CLCC, le maintien d'équipes de recherche, d'équipes de développement d'un haut niveau, capables aussi parfois de prendre le relais de l'industrie pharmaceutique et qui sont aussi, je l'espère, des gages de notre autonomie ou de notre indépendance. Voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur. On va passer la parole à Alexandre Daguet. Juste un petit point d'accroche sur ce que vous avez évoqué sur les évaluations que vous pourriez parler d'efficience, parce que c'est vrai que quand on est directeur ou prescripteur et qu'on a régulé, on est dans la régulation immédiate d'un coup. C'est vrai qu'en tout cas en France, on n'a pas la culture de regarder comment un coût initial a des incidences positives ou négatives sur les coûts induits en termes de journées d'hospitalisation, d'arrêt de travail, de reprise d'activité au usage. Donc c'est vrai que la question de la vie réelle, on ne l'avait pas encore mis sur le tapis depuis le début de cette matinée. C'est certainement un des enjeux aussi de la juste régulation.
Un coup en tant que tel ne veut rien dire à un temps T, il veut dire quelque chose à un T plus X années en termes voilà, de valeur sociale d'un traitement. Donc c'est vrai que pour l'instant on est surtout plutôt sur les coûts immédiats. Il faudrait changer l'intemporalité des évaluations, ce qui est une vraie question éthique de la santé publique aussi aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors Alexandre, qui est un pilier de l'espace éthique dans sa partie rouennaise et qui nous est précieuse, va enchaîner à partir, je crus comprendre, voilà, des expériences voilà, de prescripteurs et de soignants, avec le regard éthique qu'on lui connaît habituellement. L'hépatite C nous offre un exemple de régulation des coûts induits par les nouveaux traitements, et on va le voir aussi par le dépistage qui s'est mis en place, qui aujourd'hui prend fin, mais qui a duré quand même quelques années, et aujourd'hui qui nous permet d'y voir un peu plus clair sur ce qu'il est possible d'envisager ou pas. Alors l'hépatite C, mon propos n'est pas de faire exposer sur l'hépatite C, mais deux points importants, je pense, sur l'hépatite C. La première, c'est l'évolution chronique. Alors, 30% des cas à la contamination guérissent spontanément, tant mieux. Et puis, dans 70% des cas, il y a une évolution progressive de l'hépatite C vers des atteintes hépatiques qui se traduisent par, en particulier, des cirrhoses et des cancers, finalement, dans 20% des cas. L'autre chose importante, je pense, dans l'hépatite C, c'est sa transmission par le sang. Transmission par le sang qui permet d'expliquer les réservoirs du virus. On a bien compris que c'est un virus qui évolue lentement, c'est un virus qui est relativement asymptomatique au début, et c'est donc un virus qui va rester dans une population non diagnostiquée. Les populations qui contiennent ce virus étant celles évidemment exposées aux facteurs de contamination. Les premiers, de façon évidente, qui ont été très vite repérés, ce sont les patients toxicomanes. Et on pense évidemment immédiatement aux patients qui s'injectent de l'héroïne en intraveineux. Il faut aussi penser aux patients qui sniffent. Et on sait en particulier que la pratique du sniff est quelque chose aujourd'hui d'extrêmement répandu, qui ne concerne pas que l'héroïne par exemple, mais la cocaïne aussi, qui se développe très fortement. L'autre population clairement identifiée, c'est celle des comportements sexuels à risque. J'ai la chance d'avoir une consultation dédiée aux addictions sexuelles et malheureusement elle est très pleine, et à écouter les patients, les usagers qui viennent me voir, on se rend bien compte qu'il y en a beaucoup plus probablement qui pourraient venir nous rencontrer mais qui ne le font pas. La caractéristique commune des patients toxicomanes et d'une partie des personnes qui ont des comportements sexuels à risque, c'est que ce n'est pas forcément celles qui vont le plus spontanément vers le soin, ni celles qui sont le plus spontanément préoccupées par leur pratique. Enfin, elles sont préoccupées par leur pratique, mais pas forcément sous l'angle du soin au départ. On va dire plutôt les choses comme ça. Et donc, on a ces deux populations qui, évidemment, sont peu accessibles au dépistage et qui vont évoluer dans la population générale qui, évidemment, de façon plus large, est elle-même soumise, mais de façon moindre, en termes de prévalence, à l'hépatite C. Donc l'hépatite C, c'est une problématique individuelle, comme on l'a vu, avec une pathologie qui évolue de façon chronique, vers la cirrhose, vers le cancer du foie, avec une qualité de vie qui finit par être dégradée. Et puis c'est une problématique collective, avec une prévalence assez forte en population générale, un coût induit pour les soins depuis très longtemps qui est déjà élevé, et puis un apport essentiellement par la prévention, la réduction des risques et des dommages, j'y reviendrai un tout petit peu après. Des problématiques de justice aussi, qui sont parfois un peu oubliées. Ça va émerger très fortement sur un autre virus, par exemple le VIH, sur des partenaires qui étaient au courant de leur séropositivité et qui avaient des rapports non protégés sans informer, par exemple, les partenaires. Alors, deux évolutions récentes dans les années 2014-2015. La première, c'est l'apparition des agents antiviraux directs qui ont totalement transformé le pronostic de ces patients et transformé la prise en charge.
Alors, dans une vie précédente, j'évaluais sur le plan psychiatrique les patients diagnostiqués VHC avant la mise sous interféron, avec un risque fort bien identifié, par exemple, comme effet secondaire interféron de la dépression et du risque de suicide. Soyons clairs, les antiviraux actuels n'ont pas du tout ces problématiques-là et ont une tolérance incroyablement meilleure que ce qui était avant. Et non seulement ils ont une tolérance meilleure, mais en plus, ils permettent d'avoir des taux de guérison bien plus élevés. Aujourd'hui, des taux qui dépassent en réalité 95%, pour des durées de traitement qui sont beaucoup plus courtes. J'ai marqué 12 semaines là, mais en réalité, même aujourd'hui, c'est presque 8 semaines la plupart du temps pour ces traitements. Donc on voit des traitements qui vont transformer le pronostic de cette pathologie. Et d'un autre côté, une autre révolution, alors là qui concerne plus directement l'addictologue que je suis, avec les TROD, tests d'orientation rapide, tests diagnostiques d'orientation. Alors, ce n'est pas à proprement parler un diagnostic. Hein. Si je reviens à la diapositive précédente, on voit bien les toxicomanes et les comportements sexuels à risque. Ce n'est pas des personnes qui vont très spontanément dans le soin. Difficile de leur proposer une prise de sang spontanément pour avoir des résultats. Donc, la logique du dépistage et du dépistage par TROD, c'est d'aller vers cette population pour pouvoir dépister parmi cette population les usagers, les personnes qui sont le plus susceptibles d'être diagnostiquées, confirmées avec le VHC. Et donc, on a été très fortement incité à aller dépister grâce à ces TROD, ces populations, pour aller traiter les patients qui finalement évoluent dans la population générale. Et donc apparaît là une nouvelle problématique, parce que grâce au TROD, on a un dépistage infiniment plus performant, avec une structuration sanitaire et médico-sociale en particulier, citons les CARUD qui ont été très impliqués dans les TROD pour aller vers les usagers et qui ont permis de vrais gains en termes de diagnostic, et donc effectivement un nombre de sujets potentiels à traiter beaucoup plus important. Par ailleurs, des traitements beaucoup mieux tolérés, avec moins de contre-indications, qui vont là aussi concourir à avoir un potentiel de patients à traiter beaucoup plus important. Inversement, les nouveaux traitements qui sortent d'emblée ont coûté beaucoup plus cher. Tout à fait, au départ, à la sortie, on était sur 75-76 000 euros sur l'ensemble du coût du traitement, ce qui était beaucoup plus élevé, en termes de médicaments en tout cas, que ce qui était avec l'interféron et la ribavirin. Donc, beaucoup plus de patients à traiter, avec des bénéfices individuels et collectifs attendus, potentiels, intéressants, mais inversement, plus de besoins de médicaments beaucoup plus coûteux, et donc un coût collectif élevé dans les contraintes budgétaires dont on a parlé depuis ce matin. Donc voilà, il y a d'abord une opportunité, à tel point que l'Organisation mondiale de la santé évoque la possibilité de faire, entre guillemets, d'éliminer l'hépatite virale en tant que menace. Hein, c'est en tant que menace, hein, donc c'est pas tout à fait au sens propre du terme de disparition du virus, mais de réduire la population atteinte par ce virus de façon telle que ce ne soit plus considéré comme une menace pour la santé publique. Et puis à la fois, c'est la deuxième partie, alors je ne sais pas si c'est très visible, j'ai voulu mettre le courrier pour qu'on voit bien, je vais le dire avec vous. Donc c'est la Direction Générale de la Santé hein, qui écrit à la HAS, hein, l'Haute Autorité de Santé. L'arrivée des nouveaux antiviraux d'action directe entraîne un bouleversement de la prise en charge thérapeutique de l'hépatite C, on a vu, c'est vraiment une révolution. L'innovation thérapeutique majeure qui en résulte a pour corollaire d'engendrer un risque financier sans précédent pour la solidarité nationale. L'arrivée de ces médicaments et les prix revendiqués par le laboratoire sont susceptibles de remettre en cause l'équilibre même de la prise en charge collective des produits de santé. C'est donc avec une attention toute particulière que les avis de la Haute Autorité de Santé sont considérés. On aboutit donc, vous voyez, la préoccupation, clairement, la préoccupation, c'est « Ah, c'est super, on a plein de nouveaux traitements qui marchent très bien, mais par contre, ils vont nous coûter très très cher, donc on va avoir besoin de votre avis. » Et donc, on aboutit à cette boucle. Vous reconnaissez ici l'ensemble des patients atteints d'hépatite C dans la population générale. Un dépistage bien plus efficace qui va
faire que cette partie-là va augmenter de façon conséquente. Et pour savoir quels patients vont être traités, la boucle qui se met en place, c'est la boucle rouge, avec les coûts induits par les sujets traités, en l'occurrence sujets traités donc guéris, on va dire, par extension, à quelques très faibles pourcentages près. Donc les sujets traités, les sujets qui vont guérir, qui engendrent des coûts, qui vont engendrer un rétrocontrôle par la haute autorité de santé, qui vont émettre des recommandations à des RCP pour savoir quels patients vont être traités, et également des recommandations, on verra, sur le dépistage. Et donc on a une boucle de contrôle, là, des sujets qui vont avoir accès au traitement par cette ERCP qui applique les recommandations de la haute autorité, elle-même sous l'influence de la DGS, qui saisit pour la raison des coûts cette boucle de contrôle. Alors, l'avantage de cette boucle de contrôle, c'est qu'elle garde une place au docteur. On a vu tout à l'heure l'exemple, par exemple, du tirage au sort. On est dans un autre modèle qui a des avantages et des inconvénients, mais qui a l'avantage quand même de garder la place du docteur dans le choix des sujets à traiter. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette boucle aussi, elle permet de faire évoluer les recommandations en fonction des coûts. Et on a vu progressivement les coûts des antiviraux diminuer. Aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, ils doivent être à 24 000 € le traitement, donc 3 fois moindre. Et donc, en même temps, au fur et à mesure que le coût des traitements baissait, on a vu les recommandations s'étendre et la possibilité de traiter les patients de plus en plus librement, avec des levées, par exemple, sur la section, sur le stade de la fibrose. Il faut bien comprendre, pour les personnes qui étaient diagnostiquées, et en particulier par les TROD. Donc, on allait vers elles, on leur faisait un TROD, on disait « Ouf, vous risquez potentiellement d'avoir une maladie, il faudra faire confirmer ça à l'hôpital. » La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un traitement efficace et bien toléré, contrairement à avant, pour vous soigner. Ils étaient présentés en RCP, et puis là, dans un certain nombre de cas, on disait « Ah, effectivement, vous êtes atteint de l'hépatite C, effectivement, il y a un risque important que vous évoluiez un jour vers la cirrhose ou le cancer du foie, mais par contre, vous ne rentrez pas dans les critères. Donc on vous redonne rendez-vous dans un an, on verra. Si jamais la cirrhose a progressé et qu'elle commence à devenir inquiétante, et bien à ce moment-là, vous aurez droit au traitement. Il faut aussi comprendre la position des personnes qui proposaient les TROD dans ce contexte-là. Et en réalité, c'est vrai que parfois, on avait un petit peu l'impression de vendre une pseudo-solution aux usagers à qui on proposait un dépistage. Donc c'était quand même des questionnements éthiques qui sont posés à ce moment-là, dans la prescription comme dans la proposition de dépistage. Et donc finalement, aujourd'hui, alors j'ai mis à mars, mais c'est encore un peu évolué, aujourd'hui l'accès est devenu très libre, heureusement, au traitement d'hépatite C, avec quand même, on note en mars 2019, un petit glissement finalement des recommandations de traitement qui sont très ouvertes aux recommandations de dépistage. Et finalement, on nous dit bien en préambule, la l'AGS nous dit bien, les recommandations relatives au dépistage de l'hépatite C sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'évaluation médico-économique des stratégies de dépistage des personnes infectées. Autrement dit, on est un petit peu sorti sur le schéma, on est un petit peu sorti de la problématique de passer de là à là, où là ça a été ouvert, mais on dit quand même qu'on va réfléchir sur le passage de là à là. Voilà. Donc, l'hépatite C, ça nous offre un modèle. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on a un petit peu de distance et les choses ont évolué favorablement, tant mieux. Mais on a quand même un modèle où des avancées significatives offrent des opportunités majeures. Alors, j'ai mis des avancées thérapeutiques et diagnostiques en réalité. Majeures offrent de vraies opportunités pour un problème de santé publique très important. La prévalence de l'hépatite C, c'est très important, qui mobilise de nombreux acteurs, mais qui est probablement un petit peu emblématique de ce qu'il va poser. On parle des autres exemples qui ont été montrés, par exemple, pour l'accès aux anticancéreux, va poser cette difficulté. Voilà. Donc, on a un exemple, une réponse finalement assez pragmatique, conditionnée essentiellement, comme on a pu le voir, par des facteurs économiques, qui s'appuient sur des considérations techniques. Et peut-être qu'on aurait aimé voir un débat éthique plus clairement posé dans ce tri, en réalité, osons le mot, dans ce tri des patients qui vont avoir accès aux patients ou pas.
même si, on l'a vu une fois encore, le système s'assouplit au fur et à mesure que la pression économique baissait. Voilà. Je vous remercie. Merci Alexandre. Là aussi, dans les propos, il y a tout un volet sur l'éthique du dépistage, mais aujourd'hui, c'est vrai que, puisqu'on évoquait Agnès Buzyn à l'époque où elle était à l'INCa, nous avait confié le groupe de réflexion sur l'éthique du dépistage, et de plus en plus, on induit dans les politiques de dépistage la réflexion sur l'incidence des coûts. Je ne suis pas à dire qu'il faut limiter les dépistages, ça serait contraire à toute valeur, mais il n'empêche qu'on ne peut plus aujourd'hui avoir un discours s'arrêtant au temps du dépistage sans évaluer les conséquences, et c'est quand même un peu ce qui s'est passé. Donc effectivement, la réflexion éthique aurait pu être posée un peu en amont, c'est-à-dire qu'il faut, c'est une éthique très conséquentialiste avec la responsabilité, c'est-à-dire un acte à intenter a des conséquences à long terme. Et c'est vrai que toutes les politiques de dépistage ont des répercussions. De manière, on vient de faire un petit interlude de médecin légiste que je suis, vous savez que dans les politiques de prévention routière aussi, on lutte contre la prévention des accidents routiers, et pendant ce temps-là, ça a des incidences sur le don d'organes et sur les pénuries d'organes. Donc c'est vrai que les politiques publiques nécessitent ces articulations et ces complexités. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il n'empêche que vous voyez que, sans affaire de Edgar Morin à la médicale, on est quand même dans les complexités systémiques que l'on se doit d'interroger. Donc un grand merci. Alors, Guillaume Berdiopiel, donc doctorant en philosophie politique à l'Université de Rouen, va vous porter son éclairage. J'en profite parce que je n'ai pas fait pour remercier Annie Ourcade et toute son équipe, qui est également un pilier important de notre dynamique régionale dans le champ de l'éthique. Donc je la salue, puisque c'est aussi grâce à elle qu'on a eu des invités extérieurs et des invités normands. Je vais moi essayer de revenir sur certains éléments. Aujourd'hui, dans le système médical français, dans sa généralité, les deux personnes qui sont au cœur, ça reste bien le médecin et le patient. Et donc, si on reprend la question de la responsabilité, c'est-à-dire respondérer, rendre compte d'eux, c'est bien le médecin qui, dans sa compétence, est responsable personnellement de la décision qu'il prend. Il a informé le patient du traitement et le patient, par un consentement éclairé, accepte le traitement ou non. Et là, je parle bien de personnes, et c'est un point que je voulais aborder en préambule. On parle dans le titre des interventions, on parle de responsabilité individuelle et responsabilité collective. Et finalement, j'aimerais qu'on envisage la possibilité de passer de l'individu à la personne. Et on retrouve ce qui a été évoqué précédemment sur la question du 1, le 1 interchangeable et le 1 finalement qui n'est pas interchangeable. Autant un individu, pour n'importe quel scientifique, c'est bien le membre d'une espèce, quelle qu'elle soit, n'importe quel membre de n'importe quelle espèce, et on va parler d'individu. Alors que la personne, elle, est plutôt spécifiquement humaine et n'est pas interchangeable. Autant on peut intervertir une chaise par une chaise, autant on ne peut pas intervertir Jean par Paul ou inversement. Et donc, une personne se caractérise, entre autres, on va dire par une personnalité, mais aussi par des relations sociales. Et parler de personne, c'est d'emblée, effectivement, mettre le sujet sur la question du collectif. Et on l'a vu, ça a été évoqué à plusieurs reprises, finalement, la responsabilité dans le cadre médical, même si on se dit que c'est le médecin qui est responsable de la décision, à partir du moment où on a affaire à des personnes, il semble difficile d'être en dehors d'une responsabilité collective. Le consentement éclairé du patient, on peut assez facilement l'imaginer ne prenant pas en compte que sa santé, mais aussi l'impact que peut avoir la maladie et le traitement sur son entourage. Voilà, et donc, dans son consentement éclairé, il y a de fortes chances, effectivement, qu'il prenne en compte sa famille.
On le voyait dans le cas de l'enfant, il y a une très nette différence entre le fait de considérer les enfants, unité interchangeable, et mon enfant, voilà, qui est là a une relation particulière avec moi. Dans le cadre des traitements onéreux, on peut rajouter à ce que je viens de dire le fait qu'un patient pourrait choisir de dire que je ne veux pas faire peser le poids de ce traitement à la collectivité. Donc je refuse le traitement. Je refuse de me faire soigner à un tel coût, alors que cette somme, je pense, moi, qu'elle pourrait être mieux utilisée. Ma vie ne vaut pas ce coût. Bon, je pense que généralement, on choisira plutôt quand même de se faire soigner. Mais voilà, donc, effectivement, il semble quand même assez délicat, en tout cas difficile, de sortir, enfin en tout cas de se concentrer seulement sur la responsabilité individuelle. La responsabilité, dans le cas qui nous préoccupe, semble de base forcément collective. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que voilà, elle échappe, vous voyez aussi dans le cadre du tirage au sort, mais d'autres cas, elle peut échapper aux médecins. Or, si on enlève la responsabilité aux médecins, pour X raisons, c'est aussi lui enlever la reconnaissance d'une compétence, peut-être, et d'une vertu. Il y a quand même un certain nombre d'années d'études pour arriver à être médecin. Il y a une charte, et puis le serment d'Hippocrate, etc. Donc voilà. La question de l'économie, on l'a vu, elle est venue voilà, frapper à chaque fois les interventions, on en parlait, et l'aspect politique est fondamental. Ça vient juste d'être évoqué. Quand on fait de la prévention contre les accidents de la route, ça a un impact. Aujourd'hui, factuellement, les traitements onéreux, on peut les prendre en charge, qu'on soit clair. Je me suis amusé à faire, façon de parler, un calcul rapide. Si, d'après les chiffres que j'ai trouvés sur Internet, il y a eu l'année dernière à peu près 150 000 décès liés au cancer. Si on estime que c'est autant de cas qui pourraient être sauvés par les molécules, ces nouveaux traitements innovants, à 300 000 € le traitement, cela représente un coût de 47 milliards. 47 milliards, c'est une somme énorme, mais si on le prend au niveau de la collectivité dans son ensemble est complètement capable de la prendre en charge. C'est un choix politique. C'est un choix politique. Est-ce qu'on préfère voilà, investir cet argent dans ces traitements onéreux, ou est-ce qu'on préfère l'utiliser à lutter contre le chômage, à lutter contre la pauvreté, à lutter contre tout un tas d'autres problèmes sociaux qui sont importants, qu'on ne peut pas non plus mettre sur le côté comme ça. C'est une somme qui pourrait être investie, c'est 47 milliards dans l'éducation. Voilà. Donc, le choix, effectivement, et la responsabilité collective politique est importante. Alors effectivement, là j'ai un petit peu caricaturé, on citait Edgar Morin juste avant, le système est beaucoup plus complexe que ça et ce n'est pas des jeux de vases communicants aussi simples. Mais il n'empêche que c'est intéressant d'avoir ces montants et ces idées. 47 milliards, c'est à peu près le montant du CICE qui vise à améliorer l'emploi. Voilà, donc là, on est sur des choix politiques et donc collectifs. Quand je dis choix politique, je n'accuse personne, on est bien sur de la responsabilité. J'assume la responsabilité collectivement en tant que citoyen de privilégier l'emploi aux traitements onéreux. Mais donc,
quel lien on peut faire justement avec la responsabilité individuelle du médecin et du patient. On a cité Pierre Lecause tout à l'heure. Il ne faut pas oublier, je vais le reciter une fois, il rappelle que l'hôpital n'est pas une institution comme les autres. Dans un monde souvent perçu comme impitoyable et menaçant, il est l'un des rares lieux où chacun peut trouver refuge, de nuit comme de jour. On ne peut pas aborder l'éthique de la décision à l'hôpital en négligeant cette symbolique chargée d'histoire. Donc, on ne peut pas, effectivement, pour contrebalancer ce que je viens de dire, simplement envisager l'éthique de la décision à l'hôpital comme simplement un jeu économique de décision et de vases communicants. On va enlever à l'un à l'emploi pour le mettre dans les traitements onéreux ou à un niveau plus local, c'est ce qui a été évoqué aussi, c'est-à-dire est-ce qu'on préfère enlever des postes d'infirmières pour améliorer et puis avoir plus de traitements innovants. Donc, on voit bien que cette question de la responsabilité, qu'elle soit individuelle ou collective, qu'elle soit locale ou nationale, elle est importante. Je voudrais faire aussi un petit détour, en tout cas, rappeler les grands courants qui sont à notre disposition pour lire un peu cette question éthique, puisque c'est au cœur du débat. On a généralement trois grands courants éthiques qui peuvent servir de grille de lecture. Le premier courant éthique, c'est le conséquentialisme, avec l'un des plus représentants, c'est l'utilitarisme. Et là, on est sur une réflexion éthique qui, en apparence, peut paraître simple, mais qui, on va le voir, est un peu plus complexe, enfin, est toujours plus complexe, de toute manière, il y a toujours plus de complexité. C'est, voilà, à quoi j'ai une certaine somme d'argent et à quoi je peux le mieux les utiliser. Aujourd'hui, j'ai 300 000 € pour un coût, on l'a vu, d'un traitement onéreux. Est-ce qu'il vaut mieux, voilà, est-ce que c'est plus favorable et plus éthique de soigner une personne avec un traitement à 300 000 € ou d'en soigner 1000 avec une autre maladie à 3 000 €. Encore une fois, c'est un petit peu caricatural, mais c'est voilà, pour amener la réflexion. Et puis, encore une fois, cette caricature, elle peut se préciser si on rentre, voilà, encore une fois, sur Bentham et sur la valeur de l'humain. On l'a vu, il peut y avoir du tri de faits. Et est-ce que, on parlait des personnes âgées, est-ce que je peux plutôt dépenser 300 000 € pour une personne âgée ou pour un enfant? Voilà. Est-ce que je dépense 300 000 € pour un citoyen actif qui pourra rapidement reprendre son travail, ou pour une personne en situation de handicap qui finalement peut ne pas travailler ou travaille, mais en tout cas voilà, est-ce qu'on met une valeur? Est-ce que 1 vaut 1, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ou est-ce que dans ce choix éthique de l'utilitarisme, on va mettre une valeur aux personnes? L'autre courant qui existe, c'est le déontologisme, avec Kant. Et là, on est sur quelque chose de plus catégorique, si je puis dire, avec l'idée que finalement, là, on aurait une règle. Et c'est bien aussi ce qui nous pose problème, c'est que cette règle, on la reconnaît tous, c'est l'accès aux soins pour tous, ce qui a fondé la création de la sécurité sociale. Aujourd'hui, on pourrait poser cette valeur qui nous a porté, c'est-à-dire l'accès aux soins pour tous, comme une règle, comme un impératif catégorique. Peu importe le coût, de toute manière, il faut, parce que c'est notre conviction, parce que c'est notre devoir,
il faut permettre à tout le monde d'être soigné avec la même efficacité, avec en tout cas voilà, la même force. Kant, je vous rappelle juste la maxime où il disait, qui est assez connue, qui agit uniquement d'après la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Et on est bien là sur des valeurs qui nous semblent être quand même plutôt fortes et avoir une valeur universelle. Je vais en rappeler une qui est une autre maxime de Kant qui m'a paru assez adaptée à l'éthique et aux questions qui nous traversent ici. C'est agis de façon telle que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans tout autre, toujours en même temps comme fin et jamais simplement comme moyen. Et donc, on parle bien encore aussi ici de personne. Et donc là, il s'agirait de soigner tout le monde sans distinction et sans se poser de questions. Ça a l'avantage de résoudre assez rapidement le problème. Le dernier courant de pensée qui me paraît intéressant d'évoquer ici, c'est l'éthique des vertus et notamment pourquoi elle me paraît intéressante, parce qu'elle remet cette question que j'abordais au début sur l'importance de la place du médecin et du patient. Et aujourd'hui, il pourrait être intéressant d'envisager, alors j'emploie le conditionnel, mais ce sera pour ouvrir la discussion, qu'il y ait bien, face à la responsabilité collective, une responsabilité individuelle assumée et reconnue de la part de quelqu'un à identifier, pourquoi pas le médecin. Effectivement, encore une fois, je le disais, la place du médecin est quand même valorisée par des années d'études, une compétence et des valeurs et une vertu. Et donc, effectivement, c'est faire porter l'éthique des vertus, la responsabilité de la décision à une personne qu'il faudrait choisir. Alors ça pourrait être le médecin, mais on pourrait estimer aussi que c'est le patient. Encore une fois, le patient, en tant que citoyen éclairé, pourrait choisir de refuser un traitement. On pourrait mettre la responsabilité individuelle sur le législateur, voilà, ou sur les gestionnaires de l'hôpital. On pourrait estimer que le gestionnaire de l'hôpital est aussi à même de faire les choix moraux d'utilisation des fonds publics. Voilà, en tout cas, c'est ce que sur ces trois courants de pensée, vous voyez que ces trois approches qui amènent à une réflexion et en tout cas des décisions différentes. Aujourd'hui, si je reviens sur la responsabilité individuelle, encore une fois, en tant que, voilà, si je suis citoyen éclairé, je sais que mon hygiène de vie a une incidence sur les risques de maladie. Et donc, en tant que citoyen éclairé, je vais décider de manger 5 fruits et légumes par jour, je vais limiter les aliments gras et sucrés et salés, je vais éviter l'alcool, et j'ai en moi la conviction que tous les citoyens éclairés que nous sommes vont faire ce même choix et qu'ainsi la santé publique se portera mieux. C'est évident. Mais c'est aller aussi à l'encontre de ma liberté personnelle et je peux choisir de fumer. Voilà, ça fait partie de ma liberté. Et je le sais que c'est mauvais pour la santé, c'est écrit partout sur les paquets, mais je le fais de manière tout aussi éclairée. Et donc,
la conséquence un peu triste de ces choix, c'est que je suis finalement, on pourrait en tout cas passer le cap assez facilement de dire que je suis responsable de la maladie que je subis, et puisque en fonction de mon hygiène de vie. Et dès lors, on retombe sur cette question du mérite. Et que, est-ce qu'il y a des patients plus méritants que d'autres? Est-ce qu'un patient qui a eu une bonne hygiène de vie, on va estimer qu'il est peut-être plus méritant du traitement onéreux? Voilà, quelqu'un qui est... voilà, en tout cas, on peut en débattre aussi. Je peux, après, et ça a été évoqué aussi, choisir de ne pas être dans le système de sécurité sociale et de prendre, entre guillemets, de prendre une assurance personnelle, une mutuelle. Effectivement, aujourd'hui, le système des mutuelles se développe et que donc on peut envisager que la prise en charge des traitements onéreux soit pris en charge par les mutuelles. Et dans ce cas-là, il faudra voir quels sont les coûts des mensualités que l'on paye, et plutôt que de faire peser, encore une fois, ce coût sur la société. Je choisis donc individuellement, personnellement, de prendre à ma charge le coût de mes potentielles maladies que j'aurai. Mais la responsabilité collective, aujourd'hui en France, elle est quand même primordiale. Et donc on n'est pas sur le principe de l'assurance, mais nous sommes sur le principe de l'entraide. Et donc, il me paraît intéressant de pouvoir vraiment, non pas enlever la responsabilité collective au médecin, mais plutôt de transformer, d'enlever la responsabilité individuelle au médecin, mais plutôt de transformer la responsabilité individuelle en responsabilité collective. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'organisation du système fait quand on parle de responsabilité individuelle, c'est pour parler de coupable. Quand il y a une erreur, or, dans un monde où on le sait, tout est de plus en plus légalisé, il me paraît important de retrouver un petit peu de confiance, et donc, encore une fois, je le redis, c'est le leitmotiv, mais la confiance en une compétence, en des vertus, des valeurs, et aussi la confiance en un système qui, globalement, est organisé pour soigner. Et donc, pour finir sur cette question de confiance, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, et pour déporter le sujet, la question de la confiance est primordiale, on l'a vu dans toutes les interventions, la question de la transparence de la décision, la question de savoir comment est calculé ce coût, qui paraît finalement assez arbitraire. En tout cas, moi, je n'ai pas, en tant que potentiel patient, pourquoi est-ce que ça coûte autant? Je ne le sais pas. Pourquoi est-ce qu'il y a 200 milliards d'euros fournis par, on parlait de l'ONDAM, et pas 300? Voilà. C'est des questions que moi, en tant que patient, je ne me pose pas. Par contre, ce que je sais, en tant que patient, c'est que potentiellement, j'ai confiance
en mon médecin, et parce que lui-même doit avoir confiance dans tout ce système qu'il y a derrière, et qu'aujourd'hui, on se retrouve potentiellement face à un déficit de confiance même des soignants dans ce système. Voilà, merci. Merci. Guillaume nous a rappelé que finalement on était dans une question autour des choix, des possibles, et que tout ça renvoyant non pas à des a priori qui apparaissent comme des évidences, mais bien à des choix de société, et pour après être concret à des choix médicaux et à des choix de gestion. Donc on a bien vu les différents modèles que vous évoquiez. Objectivement, on le dit aussi à la pause, je crois que c'était avec tout à l'heure, on disait tout à l'heure avec Jean Dossé, il faut aussi énormément ouvrir ces questions au grand public, parce que c'est vrai que c'est un de nos enjeux. On voit bien comment vous avez fait aussi à la rationalité individuelle des comportements et tout. Alors bien sûr, c'est un grand et vaste débat que Véronique Fournier connaît bien, sur le champ de la démocratie sanitaire, tout ce qu'on appelle la responsabilité versus les solidarités. Mais merci de nous avoir porté cet éclairage. Alors, on a notre dernière intervenante, donc Florence Bazaillot, qui est pharmacienne Henri Becquerel, et qui va vraiment parler, comme tout à l'heure on l'a fait avec la pharmacienne du CHU, eh bien, à des aspects très pratico-pratiques dans le champ de la cancérologie et des immunothérapies en particulier. Cette présentation, elle a été travaillée avec le docteur Stamatoulas, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Alors, elle porte sur l'immunothérapie, dont vous avez entendu parler depuis le début de la journée. Quelle stratégie privilégier, la dose poids ou la dose fixe? Alors, à la base, on a fait ce travail parce qu'on s'est demandé, face au prix faramineux des molécules innovantes, qu'est-ce qu'on pouvait faire en tant que professionnel de santé et qu'est-ce qu'on pouvait valoriser pour limiter l'augmentation des dépenses de ces médicaments. On a choisi le choix de l'immunothérapie. L'immunothérapie, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode de lutte contre le cancer qui stimule le système immunitaire pour renforcer ses défenses contre les cellules cancéreuses. On a choisi ce sujet parce que les enjeux financiers sont très importants. Vous voyez que les consommations France entière pour 2018 sont de l'ordre de 390 millions d'euros de consommation pour Opdivo et de 253 millions d'euros pour Keytruda, en extrapolant les données des 11 premiers mois. Et puis c'est un sujet qui fait débat. Les références qui ont été utilisées pour cette présentation sont les résumés des caractéristiques du produit de l'Agence européenne du médicament, pour ces deux médicaments, et aussi les rapports d'évaluation du programme de gestion thérapeutique des médicaments, PGTM, sur Opdivo et Keytruda, qui sont issus des 5 CHU du Québec et qui sont parus à l'automne 2018. Alors, qu'est-ce que c'est que le programme de gestion thérapeutique des médicaments au Québec? C'est une instance qui est née en 2004 d'une initiative des 5 CHU du Québec. Donc, dedans, il y a 3 CHU sur Montréal, le CHU de Québec et le CHU de Sherbrooke. Il est né en raison de la croissance importante des dépenses de médicaments dans les établissements de santé, dans le but de favoriser l'utilisation optimale de ces médicaments dans les établissements québécois. Il s'agit d'une entité autonome qui appartient au CHU et qui est indépendante du ministère de la Santé. Il fonctionne grâce à la mise en commun de ressources pharmaceutiques et médicales des 5 CHU. Donc ça épargne aussi des ressources humaines, ça évite que chacun dans son établissement dresse des évaluations. Et il fonctionne à l'aide de 5 équivalents temps plein pharmaciens qui rédigent des rapports d'évaluation sur les médicaments, qu'ils soumettent à des experts externes, puis un comité scientifique composé de médecins et pharmaciens est chargé d'approuver ces rapports, et un comité exécutif les entérine ensuite en ayant préalablement vérifié qu'ils sont bien réalisés de façon concertée, en impliquant les membres de chaque CHU. Voilà pour la définition.
Ensuite, alors, immunothérapie. Donc le sujet concerne Opdivo et Keytruda, qui sont des médicaments récents qui ont eu leurs premières AMM en 2015. Et dans leurs premières indications, ils avaient des posologies par kilo. De 3 mg par kilo toutes les 2 semaines pour Opdivo et 2 mg par kilo toutes les 3 semaines pour Keytruda. Comme vous l'avez entendu ce matin, ils ont rapidement obtenu des extensions d'indication dans de multiples localisations en cancéro. Donc au fil du temps, ils ont obtenu des indications dans le traitement du mélanome, du cancer bronchopulmonaire, du cancer du rein, en ORL, en hématologie dans la prise en charge des lymphomes et dans le cancer urothélial. On va d'abord s'intéresser à Opdivo. Opdivo, donc, qui avait une posologie de 3 mg par kilo toutes les 2 semaines, changement en mai 2018. Le RCP de l'Agence européenne est modifié et recommande l'utilisation d'une dose fixe en monothérapie de soit 240 mg toutes les 2 semaines, soit 480 mg toutes les 4 semaines en fonction des indications. On peut se demander quel est le bénéfice de la dose fixe sur le plan de l'efficacité et de la tolérance pour ce traitement. Concernant le plan pharmacodynamique, le mode d'action du médicament, dans la notice de l'Agence européenne, on peut lire qu'il n'y a pas de différence cliniquement significative en termes d'efficacité et de tolérance entre la posologie à 240 mg toutes les 2 semaines et la posologie à 3 mg par kilo toutes les 2 semaines. Dans le rapport d'évaluation québécois, il est noté que plusieurs études ont comparé des doses en fonction du poids allant de 1 mg par kilo jusqu'à 10 mg par kilo, sans voir de différence sur le plan de l'efficacité ou de la tolérance. Ensuite, on peut se demander quel bénéfice y a-t-il de la dose fixe par rapport à la dose poids sur le plan pratique. Alors, dans le rapport québécois, on peut lire que les arguments énoncés en faveur de la dose fixe, à savoir la facilité de prescription, la diminution du risque d'erreur et du temps de préparation à la pharmacie, la diminution des pertes de médicaments, la diminution du risque d'infection en limitant le nombre de ponctions de chaque fiole de médicaments ne s'applique pas du tout ou peu à leur CHU, et de manière générale, ça ne s'applique pas à des établissements qui ont de fortes productions de médicaments. L'avis est similaire au CHB, au centre Henri Becquerel, puisqu'on dispose d'une prescription informatisée, que les préparations sont réalisées sous isolateur en atmosphère stérile, puisque les reliquats de flacons sont utilisés pour fabriquer d'autres préparations. Donc on est en accord avec les Québécois. Ensuite, quel est l'impact de la dose fixe sur le coût? Donc, au Québec, le poids moyen des patients est de 72 kg environ, ce qui représente 10% de moins que les 80 kg qui correspondent à la dose fixe. Donc, ils ont évalué l'impact budgétaire des différentes stratégies de posologie en se basant sur les données de l'Institut national d'excellence en santé. Donc ils ont établi plusieurs scénarios. Combien coûte la dose selon le poids, la dose fixe, la dose selon le poids avec une dose maximale à 240 mg et la dose selon le poids jusqu'à 240 mg et avec une standardisation des doses. Il ressort que la différence est de 61 millions de dollars entre le montant pour d'une dose fixe et le montant de la dose selon le poids avec un plafond à 240 mg. Au CHB, le poids moyen des patients traités pour des cancers ORL par Opdivo est de 66 kg. Donc la différence entre l'utilisation de la dose fixe et de la dose poids avait été estimée à 150 000 € dans les prévisions budgétaires 2019. Donc pour répondre à la question dose poids ou dose fixe, le rapport d'évaluation québécois recommande l'administration de l'Opdivo à la dose de 3 mg par kilo toutes les 2 semaines ou le double toutes les 4 semaines jusqu'à une dose maximale de 240 mg ou de 480 mg pour tous les patients et pour toutes les indications reconnues. La commission du médicament du centre Henri Becquerel a décidé d'utiliser l'Opdivo
avec une posologie en dose poids, avec un plafond à 240 mg. Et la dépense qui a été réellement évitée pour 2019, puisque là on est début 2020, elle s'est finalement élevée à 188 000 €. Dans la deuxième partie, on va parler de Keytruda. Keytruda a eu... donc la dose fixe pour Keytruda a été proposée un petit peu plus tard que pour Opdivo, dans le deuxième semestre 2018. Et la différence avec Opdivo pour Keytruda, c'est que des études ont été menées, certaines études dans certaines indications ont été menées directement avec une posologie en dose fixe. Alors si on se repose les mêmes questions, quel est le bénéfice de la dose fixe sur le plan de l'efficacité et de la tolérance? Donc dans le résumé des caractéristiques des produits de l'Agence européenne, on peut lire qu'il n'y a pas du médicament, on peut lire qu'il n'y a pas de différence cliniquement significative d'efficacité et de tolérance entre une dose fixe à 200 mg ou une dose à 2 mg par kilo toutes les 3 semaines chez les patients traités pour mélanome ou pour des cancers bronchopulmonaires dans la petite cellule. Et la conclusion est la dose recommandée est de 200 mg toutes les 3 semaines. Dans le rapport d'évaluation du Québec, il est noté que l'occupation des récepteurs cibles de ces médicaments est saturée à partir d'une dose de 1 mg kg, ce qui prédit qu'on peut obtenir des réponses robustes à des doses supérieures ou égales à 2 mg kg. Et il est écrit aussi qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative entre la dose poids, entre des doses poids de 2 mg kg et de 10 mg kg en termes d'efficacité et de tolérance. Quel est le bénéfice de la dose fixe sur le plan pratique? Les conclusions sont les mêmes que pour l'Opdivo. Quel est l'impact de la dose fixe sur le coût? Eh bien, là, la dose fixe pour le Keytruda correspond à un poids de 100 kg. Alors que donc le poids moyen des patients québécois est toujours de 72 kg. Et en analysant les différentes stratégies de posologie, on en déduit que la différence de coût sur 3 ans est de 45 millions de $, donc 30% d'écart entre une dose fixe et une dose poids avec un plafond à 200 mg. La Tribune, en juillet 2017, avait écrit que le dosage unique par patient de l'anticancéreux Keytruda validé par la FDA pourrait coûter près de 1 milliard de $ supplémentaires par an au système de santé américain. Donc pour répondre à la question dose poids ou dose fixe, donc, au Québec, la recommandation du PGTM est qu'il serait acceptable de donner 2 mg par kilo jusqu'à un maximum de 200 mg toutes les 3 semaines et recommande l'administration du pembrolizumab, Keytruda, à la dose de 2 mg par kilo toutes les 3 semaines jusqu'à une dose maximale plafond de 200 mg pour tous les patients et dans toutes les indications reconnues. Au centre Henri Becquerel, ce médicament a été très peu utilisé en 2019, donc un positionnement n'était pas pertinent. Et depuis fin 2019, ce médicament a bénéficié d'une prise en charge à titre dérogatoire dans le traitement du lymphome hodgkinien en rechute réfractaire, je vous passe les détails. Environ 5 patients par an sont concernés à Becquerel, une poignée de patients, ce qui reste trop peu pour justifier un positionnement dose-poids, parce que s'il n'y a pas suffisamment, si on ne peut pas réutiliser les restes pour d'autres patients, ça ne justifie pas de positionnement. Mais cette décision du ministère aura tout de même un impact défavorable pour le CHB, puisque la dépense sera augmentée de 85 000 € pour ces patients-là, par rapport à une dérogation qui aurait été attribuée à Opdivo, qu'on aurait pu utiliser à la dose de 3 mg par kilo toutes les 2 semaines. Donc, pour conclure,
Le montant des consommations des médicaments de la liste en sus pour 2018 représente 3,4 milliards d'euros. Opdivo et Keytruda représentent 19% de ce montant en 2018. Donc ces montants annuels correspondent à un mélange de doses par kilo et de doses fixes, puisque la dose fixe est apparue en mai 2018 pour Opdivo et au deuxième semestre pour Keytruda. Quelle est la répartition entre les établissements qui sont passés à la dose fixe et ceux qui sont restés en dose selon le poids avec une limitation à une dose maximale? J'ai pas la réponse. Il serait intéressant de dresser un état des lieux des pratiques et de communiquer sur les économies potentielles, sur le modèle québécois aussi, dans une démarche éthique d'optimisation des ressources. Et enfin, l'attribution récente à Keytruda de la dérogation de prise en charge dans le lymphome hodgkinien est plus onéreuse que si elle avait été attribuée à Opdivo. Alors certes, Keytruda a une MM un peu plus large que celle d'Opdivo, mais ce serait intéressant de connaître les modalités d'arbitrage de cette décision. Je vous remercie. Merci beaucoup Florence par l'exposé qui nous montre qu'effectivement il y a encore des régulations possibles voilà, à des échelles locales et à l'échelle de la prescription, donc ça fait important avec les régulations collectives qui montrent donc la responsabilité peut toujours être efficiente avec une norme nationale, donc je trouve que c'est intéressant. J'ai une petite question juste pour lancer le débat, puisqu'on a évoqué les questions voilà, éventuellement groupe de pression, des entreprises du médicament ou autres. Comment ça se fait finalement que le principe de la dose fixe a été proposé? Parce que c'est la première question qu'il pourrait se poser. J'ai pas vraiment la réponse. Quand on lit le compte rendu du RCP, on lit, en tout cas pour Opdivo, enfin je parlais plus d'Opdivo, que c'est équivalent 40 mg toutes les 2 semaines ou 3 mg par kilo toutes les 2 semaines. Donc pourquoi trancher pour 240 et pas pour l'autre? Pour gagner d'argent. Et après, ils évoquent un intérêt pratique, mais qui n'est pas, qui ne concerne pas les gros établissements. Ça montre que voilà, on a tous en droit d'un point de vue démocratique de réinterroger des normes voilà, qui semblent s'imposer un jour à nous. Et c'est un débat d'ordre éthique hein, d'avoir le devoir démocratique de réinterroger, y compris des prises de décision d'autorité de tutelle ou d'autorité d'encadrement. On notera quand même quelques éléments fallacieux pour argumenter. Moins de risques infectieux, moins de risques d'erreur, moins de temps à la préparation. C'est-à-dire que les laboratoires se sont saisis d'arguments qui nous flattent bien l'oreille tout d'un coup, si on n'est pas vigilant. Je vais juste rebondir deux secondes sur cette question-là, parce qu'on est quand même dans un cas de figure qui est totalement paradoxal, où d'un côté, on vient dépenser plus d'argent que réellement nécessaire pour des médicaments. Alors c'est vrai, ceux-là, quelque part, ils sont transparents pour les établissements de santé parce qu'ils nous sont remboursés. Et de l'autre côté, des médicaments véritablement utiles qui ne sont plus remboursés. C'est surréaliste. Pour compliquer encore un petit peu, Bernard Payot, ancien médecin du centre des Grêles, pour complexifier encore un peu la posologie ou les modalités d'administration, je crois qu'on peut dire ici que dans des traitements comme l'immunothérapie, où il y a des cibles et donc des récepteurs, comme dans l'hormonothérapie que j'ai connue en son temps, où il y a aussi des récepteurs, on peut aussi procéder par une escalade de doses, fonction du dosage des récepteurs qu'on a pu faire si on les a, ou sinon fonction de dosage de marqueurs, comme par exemple certaines sécrétions en hormonothérapie. Et c'est finalement peut-être, à condition d'avoir ces repères, soit de dosage de récepteurs, soit d'un marqueur de l'efficacité, l'escalade progressive de dose est encore peut-être une troisième voie et plus logique pour la prescription de ces molécules qui visent des récepteurs. Je poserai une question à Alexandre.
Qu'est-ce qui a fait que le traitement de l'hépatite C a vu son coût diminuer? Ça, c'est une bonne question. Hein. On va évaluer, il faudrait peut-être poser la question à Jean Doucet, que je vois là-bas, qui pourrait peut-être nous éclairer. Mais de fait, effectivement, on est passé, et ça a été très débattu, je ne sais pas si tu te souviens à l'époque quand c'est sorti, on en a beaucoup parlé, ça a été une vraie question, y compris d'ailleurs dans le grand public, hein, cette question, je me rappelle, les journaux, le prix de l'hépatite C, c'est un gros 4. Il n'y a pas eu un peu aussi qui est sorti, il n'y a pas eu... Alors, il y a d'autres médicaments qui sont sortis. Il y a un phénomène de concurrence au début, ils étaient très seuls, et oui, il y a eu la concurrence qui est sortie, il y a eu d'autres antiviraux qui sont venus sur le marché progressivement. Hein. Il y a eu ce phénomène-là. Après, je ne sais pas si c'est celui-là qui a été prépondérant. Jean, tu as des éléments de réponse peut-être? Ça a transformé complètement la prise en charge. Concrètement, en 5-6 ans, ça a transformé complètement. Les taux financiers s'étant desserrés, on a vu vraiment effectivement les choses se transformer. Aujourd'hui, on est sur des protocoles à 8 semaines avec les derniers antiviraux qui sont sortis, qui sont extrêmement efficaces. Cette histoire d'hépatite C, moi, ça m'a un peu surpris, dans la mesure où il n'y a pas eu, à ma connaissance, de débat, je dirais, politique, éthique ou autre, en attribuant, comme tu l'as bien souligné, le médicament aux patients qui étaient les plus atteints sur le plan hépatique. D'où vient cette décision? Si on était en médecine de catastrophe, c'était plutôt ceux qui étaient les moins atteints qu'il aurait fallu traiter. Enfin, ça, c'est pas la médecine de catastrophe. Mais ça peut poser des questions. Tu l'as dit d'ailleurs vis-à-vis de certains patients qui étaient dépistés, pour lesquels il n'y a pas eu on ne leur offrait pas on ne leur proposait pas de traitement. Moi, je n'ai pas eu écho, je ne suis pas hépato-gastro ni addicto, je ne suis pas un spécialiste comme toi, mais d'un débat qui a eu lieu, disant, enfin, au niveau du ministère, on va donner accès aux médicaments, d'abord aux plus graves, enfin, sur quels critères? Parce que c'est une mauvaise chose, mais est-ce qu'il y a un rationnel à partir de ça? Ne pas traiter quelqu'un qui est moins atteint en attendant qu'il soit plus atteint? Je comprends parce que moi j'avais eu la chance de participer à cette réflexion. En fait, de mon point de vue, il n'y a pas eu de rationnel effectivement à la décision. Elle a été objectivement faite sur une question de ratio économique et de nombre de patients. Donc on a pris les plus graves parce que l'inverse ont été invendable politiquement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que des voix s'étaient élevées, mais c'était sous-jacent au propos de Dr. Baguet, de dire on envoie un contre-message à la population par rapport aux autres dépistages. En population générale, on dit faites-vous dépister tôt pour vous traiter tôt. Et c'est toute la vertu des dépistages que de se faire traiter tôt. Et là, il y avait déjà des gens qui sont... Donc le rationnel, effectivement, il aurait pu être là aussi, de dire que fait-on en termes de santé publique et tout. Donc effectivement, cette décision était difficilement argumentable et tenable. Voilà, s'il fallait porter un jugement, on pourrait le dire. Donc il faudra pas oublier non plus les pressions des associations de malades. Qui ont fait bouger les choses après. Oui. Complètement. Je pense que ça, notamment pour le dépistage également, et les associations de malades se sont saisies du dépistage après. Donc je pense que c'est très important. Dans la baisse de prix, elle est liée aussi à ces groupes de pression. Juste après. Oui, tout comme pour le VIH, la pression des associations de patients a été très forte dans ce domaine-là. Je passerai la parole si Grégoire me le permet à Isabelle Le Salle. D'abord, j'ai rien à permettre. Sur le prix. Non, mais moi, je voulais poser la question sur la décision initiale là, sur laquelle on était, qui a trié les premiers malades pouvant bénéficier ou pas du traitement. Et je me posais la question de savoir si implicitement, puisqu'il n'y a eu aucune transparence par ailleurs sur le débat, les critères, évidemment aucun débat éthique, est-ce que c'est pas parce que finalement avoir l'hépatite C et l'origine de l'hépatite C, c'est pas toujours si bien que ça hein, dans la morale collective hein. Oui, alors, il y a aussi les patients transfusés, effectivement. Il y a aussi les transmissions materno-fétales. Là, évidemment, j'ai insisté sur la partie qui, moi, m'a concerné plus,
c'est les patients addictés, donc les patients usagers de drogue et sur les patients, mais en réalité, et puis les personnels médicaux, les personnels soignants aussi, hein, tous les accidents explosants au sang aussi, qui ont eu leur lot de personnes atteintes par l'hépatite C. Oui, il va falloir vérifier ce que je vais dire, mais je crois me souvenir que justement ces discussions sur le prix de ce traitement, pour la première fois, ont été des discussions prix-volume avec le ministère. D'abord, bon, l'argument étant on va éviter des coûts très importants de traitement, d'hospitalisation, etc. Donc, cette nouvelle molécule a un prix très élevé, et le ministère disant eh bien, attendons de voir combien de patients en bénéficient et s'ils sont réellement guéris pour fixer progressivement le prix. Je crois que c'était, et c'est pour ça que ça a baissé dans mon souvenir, c'est qu'il y avait un accord prix-volume. Si on traitait plus de patients et que le traitement était efficace, le prix baissait. Et c'est d'ailleurs une des pistes actuelles pour bien d'autres médicaments sur la fixation du coût. Hein. Et je crois que ça a été la première fois qu'il y a eu ce débat, mais Grégoire, vous n'avez pas souvenir de ça si vous étiez dans les groupes? Si. En fait, la question prix-volume, c'est un vrai débat. C'est-à-dire, en gros, dire aux partenaires du monde du médicament, de toute façon, que vous en produisiez 10, 20 ou 30, finalement, le taux de production n'est pas si important. Donc, on pose un nouveau contrat sur l'efficacité en disant pour le même prix, vous nous donnez 20, ou alors qu'on vous en rembourse 10. Donc, ça renvoie un peu, enfin, ce sera un débat à ce qu'on disait sur le prix facial et le prix négocié dans d'autres pays. Et donc, c'est vrai que ça manque aussi un peu de transparence, ce sujet-là. C'est si c'est expliqué, c'est plus compréhensible. Et moi, bien sûr, je ne suis pas là pour défendre les entreprises du médicament, mais il y a aussi des entreprises dont aujourd'hui ça rentre dans les stratégies. De dire on veut plutôt traiter tout le monde, d'accord, et on fait des négociations beaucoup plus globales, parce qu'il y a aussi des gens qui sentent bien que leur responsabilité dite sociétale est en jeu et que ça ne tiendra pas en termes d'image. Mais j'insiste quand même sur ce qui a été dit. Moi, je pense que les associations de patients, de temps en temps, pas de temps en temps, c'est très fréquent, mais là, en l'occurrence, jouent un rôle très très important. Eu égard à ce qu'on vient de dire, c'est que c'était pas compréhensible pour les citoyens. C'était pas compréhensible. Il y a aussi ça l'idée. C'est-à-dire qu'une décision peut apparaître juste d'un point de vue macro-systémique, mais quand elle n'est pas comprise par le citoyen, par définition, c'est soit qu'il faut l'expliquer, soit qu'elle est mauvaise. Et là, en l'occurrence, elle était mauvaise, la décision. Enfin, je porte des jugements de valeur parce que je pense qu'il faut le faire. On disait ce matin qu'il fallait s'engager sur le bien et le mal. Il y a des décisions quand même qui sont difficilement justifiables d'un point de vue de la réceptivité par le public. Bonjour, Alice Gourland, responsable régionale institutionnelle pour le laboratoire AbbVie, concerné par l'hépatite C. Effectivement, je rejoins Madame Lesage. Au départ, il y a eu un certain prix pour le premier traitement. Puis la concurrence est arrivée. Il y a eu également le taux W dans une loi de financement de sécurité sociale. Il y a eu un premier budget à 600 millions, puis l'année suivante à 700, pour prendre en charge les patients, les premiers patients, qui étaient des patients sévères. Et effectivement, la baisse des prix des médicaments s'est accompagnée de l'ouverture à plus de patients. C'était un accord volume-prix. Et de la même façon, la dernière baisse qui est intervenue en 2018, c'était au niveau de la dispensation de ces médicaments, puisqu'à l'origine, c'était des médicaments qui étaient dispensés en rétrocession, et depuis 1 an et demi, ils sont disponibles en pharmacie de ville. Donc ça s'est accompagné d'une baisse de prix, pour qu'il y ait un plus grand accès à ces thérapies. Voilà, si j'ai pu vous éclairer du point de vue de l'industriel en tout cas, mais effectivement, aujourd'hui, on est sur un pôle patient traité par an de l'ordre de 15 000, qui était un peu plus important à l'arrivée de ces traitements, il y a 4-5 ans. Merci, bonjour, et qui me conforte dans l'idée que toutes les parties prenantes sont enrichissantes pour le débat, donc on vous en remercie, et qui montre aussi qu'il y a des voies d'issue qui sont positives quand tout le monde se met autour d'une table égale.